Pour la première fois dans ce pays, je vous livre mes premières impressions. Sur les panneaux noirs surplombant l'autoroute, des hommages au roi Bhumibol Adulyadej, décédé le 13 octobre 2016. Ce genre de panneaux se retrouve dans tout le pays, devant les bâtiments officiels, les écoles, le long de la route, dans certains grands carrefours et devant pratiquement tous les temples. L'infrastructure autoroutière est au top. Depuis Bangkok, on commence par une 6 pistes, 3 dans un sens et 3 dans l'autre, sans oublier que l'on roule à gauche. Bangkok vu de loin. Et un superbe ouvrage de pont. Après 3 heures de route, arrive le premier carrefour avec des feux et sur l'autoroute. Et oui. Puis 2 heures plus tard, enfin l'arrivée à Thap Sakai, qui s'écrit de 3 manières différentes, voire plus. Mon lieu de destination. Là, le décor change complètement et je me réjouis de la végétation. Et après 15 heures de voyage non-stop, me voici enfin au Rocky Point Resort, mon point de villégiature. Au bord de la mer, plus précisément dans le golfe de Thaïlande. Avec une belle promenade délimitée et une série de 15 bungalows, dont tout à gauche le restaurant, puis une grande salle à manger indépendante sans parois, suivie des 3 bungalows intéressants, puisque je vais vivre dans le premier, et j'aurai comme voisins les 2 couples de Suisse qui sont mes amis. Voilà mon habitat. Sympa, non? Vu depuis mon bungalow, la fameuse salle à manger indépendante, les cocotiers, la mer et le bungalow suivant. Et ceci est typique de la Thaïlande. Devant chaque maison sont édifiés 2 temples. À gauche celui des anges et à droite celui des esprits, car une croyance thaï veut que les esprits dérangés possèdent ainsi leur maison. Et mes protecteurs sont Janine et Pierre-André, passant devant le véhicule qui nous transportera. Contrairement à tout ce que l'on peut s'attendre, mon voyage commence par un enterrement chinois. En effet, des amis thaïs de mes amis sont d'origine chinoise, comme beaucoup de Thaïs d'ailleurs, et ont malheureusement perdu leur doyenne âgée de 96 ans. En tant qu'amis, nous avons été invités pour festoyer comme il se doit dans leur tradition. Les gens viennent, s'inclinent devant l'autel de la personne décédée, puis mangent et s'en vont. Tout cela joyeusement et avec l'appui fort, mais vraiment fort, d'une musique de là-bas. Un panneau en l'hommage de la personne disparue. Et nos Suisses faisant ripaille. Et pour couronner le tout, le ciel s'en mêle. Et à la mode thaï. Quelques jours plus tard, nous sommes invités à l'enterrement proprement dit. Les invités sont installés sous des tentes et tout commence à s'organiser. Chacun reçoit un bâton d'encens. Puis, précédés par des moines qui tiennent un fil de coton blanc, normalement relié aux mains de la défunte, ce qui n'est pas le cas ici, le cercueil est transporté hors de la maison. Les t-shirts roses sont portés par les membres de la famille dits éloignés, c'est-à-dire les cousins et cousines par exemple, alors que les membres proches de la défunte, comme frères, sœurs, fils ou filles, portent un t-shirt rouge. Les bâtons d'encens sont alors récupérés, je ne sais pas pourquoi, alors que le cercueil a été déposé dans une camionnette ouverte qui sert de corbillard. Seuls les enfants de la défunte sont autorisés à s'asseoir autour de la défunte.
C'est enfin le départ du convoi mortuaire avec son flot de véhicules suiveurs. Et là, chose étonnante pour un Européen, nous allons dans un premier temps longer l'autoroute, puis la police va bloquer la piste sud-nord de l'autoroute pour permettre au convoi de l'emprunter. Heureusement, il y a peu de circulation à ce moment-là. Nous arrivons finalement au cimetière chinois, caractérisé par ses tombes monumentales et plates. Comme il se doit, le cercueil est ensuite déchargé avec moult précautions, car il doit peser pas loin des 200 kilos. Les invités arrivent tranquillement, et tout cela dans une ambiance très détendue et jacassante. Tout le travail consiste maintenant à venir déposer le cercueil à sa place. Les gens prennent des photos et commentent l'événement. Pas simple avec un objet de ce poids. Normalement, dans la tradition bouddhiste, ce sont 4 moines qui officient. Dans ce cas, il n'y en a que 2, car chaque région et famille adapte les rites à leur convenance. L'étape suivante consiste à replacer le fil blanc symbolique qui représente le contact avec les vivants sur le cercueil, ainsi que ce que j'imagine être une robe destinée peut-être au grand voyage. Puis vient le temps des prières, à la chaîne si j'ose dire. La robe symbolique est déposée sur le cercueil, puis bénite par un moine. Une autre prière suit ce cérémonial et finalement le fil de coton est retiré, le contact avec les vivants aussi. Maintenant, les morts de la famille proche vont jeter des pierres symboliquement précieuses et des pièces de monnaie au fond du caveau. Puis tout le monde s'installe en face de ce dernier, et cela dans un ordre hiérarchique très précis. Des offrandes sont placées devant le tombeau. Tous les participants s'installent, puis un grand rituel commence. Une à une, en commençant par un bâton d'encens, les offrandes offertes sont remises aux participants donateurs qui va la bénir et la remettre à l'officiant qui va la déposer à nouveau devant le tombeau. Vous remarquerez qu'enfin le silence et le recueillement sont de mise.
Des bâtons de joss ou d'encens brûlent pendant toute la cérémonie. Puis le cercueil est enfin descendu dans le caveau. Pendant qu'un dernier hommage respectueux est dédié à la défunte, dont voici le portrait. Elle a été rejoindre son mari enterré dans le même caveau. L'enterrement se termine ainsi, et à l'instar de cette image, le tombeau se présentera plus ou moins comme celui-ci. Un autre jour, avec un beau lever de soleil à 6h30 du matin. Nous partons pour la ville de Tapsakae et profitons d'en admirer ces vieilles maisons de bois. Puis une visite au marché local qui se tient tous les jours à un endroit différent s'impose et je vous laisse admirer l'incroyable diversité de fruits, légumes, poissons, viandes et pâtisseries que je ne saurais tout nommer. Longan, un genre de litchi, la rose apple, le jacque ou le fruit du jacquier, la goyave, légumes et épices, coriandre, céleri et oignons frais, mangue verte, différents choux et concombres, aubergines et piments. Banane grillée. Et goûter les incontournables insectes frits, ce que je n'ai pas fait. Pomelo avec son sucre pimenté. On y découvre également plusieurs variétés de poissons et de crevettes. Il faut savoir que cette région détient énormément d'élevage de crevettes. On peut également y manger et y boire pour un prix dérisoire. Et pour le dessert, cette fabuleuse quantité de pâtisseries différentes et sans mouche. Direction bord de mer et au passage, rencontre avec les meutes de chiens sauvages. Ceux-ci sont habitués à l'homme et surtout l'attendent à la tombée du jour car beaucoup de tailles viennent leur apporter à manger au bord de la route.
Descente dans le sud. Cette région est la plus fournie en cocotiers. D'abord sur une route normale, mais soudain, une portion de route retapée à la hâte. Celle-ci fut emportée par un flot de boue dû aux dernières inondations de janvier. Cette année a été spécialement néfaste pour le sud de la Thaïlande. À 20 km au sud de Thap Sakai, le village de Bang Krut a été beaucoup plus touché. Ici, les dégâts causés à 2 restaurants et surtout au bord de mer. En effet, de toute la plage que vous pouvez voir, tout a été emporté. Il ne reste plus qu'un salas, c'est-à-dire ce petit îlot avec un coin protégé entre 2 arbres. Avant l'inondation, la plage était une succession d'arbres et de salas. La puissance de l'eau et de la boue a tout dévasté et beaucoup de Thaïs n'ayant pas d'assurance ont tout perdu. Ce fut un restaurant. À environ 10 km au sud de Thap se trouve le Wat Tang Suwan, un des rares édifices construits entièrement avec du bois provenant d'une variété de cocotiers. Les bâtiments annexes sont édifiés avec de la pierre volcanique ou pierre préhistorique. À l'intérieur de l'annexe se trouvent les démons au bon pouvoir protecteur appelés Yak. Des alentours extérieurs. Avec un beau Bouddha recouvert de feuilles d'or, déposé par les visiteurs thaïs. L'intérieur du temple en bois. Le temple est habité par des moines et ce qu'il faut pour manger. À 120 km au nord de Thap se situe la ville de Hua Hin, une cité balnéaire. C'est là que je découvre que les feux de circulation possèdent des indicateurs de décompte pour feux rouges et verts. C'est une ville où la famille royale aimait à résider. Voici la gare dont l'architecture rappelle un temple. S'il existe de beaux autoroutes en Thaïlande, il y a aussi des routes de campagne comme celle-ci dont je vous laisse apprécier le charme. Il faut aussi savoir qu'un grand nombre de véhicules roulent au gaz et au diesel, comme ce camion. À 15 km à l'ouest de cette ville se trouve le temple de Wat Hoi Mongkol. Il est dédié à l'un des moines les plus célèbres de Thaïlande, nommé Luang Por Tuad. Il vécut au sud du pays, il y a 400 ans. Il a été dit que Luang Por Tuad a transformé de l'eau salée en eau fraîche et potable à de multiples occasions. De chaque côté de la statue géante se situe un énorme éléphant en bois. La population locale marche en cercle sous le ventre des éléphants afin d'obtenir de la chance. La statue d'environ 12 mètres de haut et 10 mètres de large est posée sur un grand monticule. Elle peut être vue de loin
et dépasser largement la cime des arbres. C'est un endroit très prisé par les Thaïs. Ils viennent vénérer ce moine très populaire pour son illumination et sa capacité à faire des miracles. Ils viennent ici pour prier et demander aux moines des faveurs telles que chance, santé, fortune et bonheur. En échange, ils offrent des bâtons d'encens, des guirlandes de fleurs et déposent des feuilles d'or, ainsi que des dons en argent. Le complexe abrite également un temple bouddhiste et une statue du roi Taksin le Grand à cheval. Retour à Thap où l'on peut admirer cet hommage au roi ainsi qu'une autre ruelle de maisons en bois. Ce qui nous permet de profiter encore d'un beau coucher de soleil.